Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 29 janvier, j'étais l'invité de France Info pour parler de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. On a notamment parlé de la question des vaccins et des étudiants, de la situation des étudiants, notamment sur les questions psychologiques, le mal-être psychologique des étudiants. C'était une émission, pour une fois, j'ai trouvé, où on pouvait aborder des questions de fond, une émission assez longue. J'étais face à une porte-parole de La République En Marche. Et puis, il y avait aussi des gens, des Français qui intervenaient, un étudiant, une chef d'entreprise, et puis une dame qui s'appelle Mireille, qui était une gilet jaune, qui critiquait le potentiel nouveau confinement. Donc bien sûr, depuis cette émission, et en fait juste après cette émission, finalement il n'y a pas eu de nouveau confinement annoncé, donc peut-être que certaines choses qui sont dites dans cette émission peuvent être un petit peu du coup bizarres, parce que c'était vraiment juste avant et on pensait qu'il allait y avoir l'annonce d'un confinement. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une émission intéressante qui permettait d'aborder beaucoup de sujets. Et du coup, voilà, c'était assez sympathique à faire pour une fois. C'est rare, une émission sur un plateau où on peut aborder des sujets de fond. Bref, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous retrouve comme toujours à la fin. Bonsoir Maude Bréjon, vous êtes la toute nouvelle porte-parole de La République En Marche. Par ailleurs, vous avez un métier, la politique n'est pas votre métier, vous êtes ingénieur, c'est comme ça qu'on dit ? Ingénieur chez EDF, et vous avez 29 ans, un âge que j'ai encore le droit de révéler à l'antenne, sans paraître indélicat. Enfin, c'est votre anniversaire, Gilles, on peut quand même le dire. Merci Adrien, absolument, mais je suis beaucoup plus âgé que ça. En face de vous, un vieillard de 31 ans, oui, c'est ça. Déjà. Bonsoir Antoine Léaumont, vous êtes orateur national de la France Insoumise, oui. Et c'est à vous qu'on doit toutes les innovations numériques, nombreuses, des campagnes de Jean-Luc Mélenchon. Alors avec un tel lancement pour tous les deux, vous n'avez pas le droit de décevoir. Langue de bois interdite. Ça s'accélère à l'Élysée, il faut le dire. Un conseil de défense est réuni depuis 18 heures autour du président de la République, preuve que les annonces sont imminentes. Et avant d'entendre le président de la République, certainement ce week-end ou lundi, eh bien, nous allons écouter les Français. Adrien, qui avez-vous choisi de nous présenter ce soir ? Eh bien, deux Français sont avec nous ce soir. Gilles, que je vais évidemment vous présenter tout de suite. Il y a d'abord Anne, habituée de l'émission, vous la connaissez, elle est chef d'entreprise en Alsace. À Bischofsheim, absolument. J'ai l'impression qu'elle nettoie sa caméra. En tous les cas, elle est en train de l'installer. Bonsoir à vous, Anne, une grosse entreprise de luminaires alsacienne. Et Hugo est également avec nous, étudiant en 4e année de pharmacie à Nantes. Bonsoir à tous les deux. Alors, je commence par donner la parole à Anne. Ma galanterie subsiste, même en temps de Covid, et on va en effet parler de ce reconfinement manifestement à venir. Est-ce que vous y êtes favorable ? À venir. Anne, manifestement à venir. Absolument. J'ai pas fait d'erreur de liaison. Non, tout à fait. Vous mettez le doute. Est-ce que vous y êtes favorable, Anne, à ce reconfinement, ou est-ce que c'est pour vous le confinement de trop ? Alors je pense que à partir du moment où on veut sauver des vies, il est nécessaire d'être pour le confinement, même si au quotidien, pour mon entreprise, je dois dire que ce confinement me ferait terriblement peur. D'une part parce que le moral des troupes et le moral de mes collaborateurs est au plus bas. On est en fin d'hiver, c'est compliqué. Et puis d'autre part, je pense que ça va encore réduire des perspectives, non pas de croissance, mais juste on va dire d'une économie sereine pour le premier trimestre. Alors, on va parler évidemment du moral des Français, et notamment des étudiants, dans un instant avec Hugo, mais j'aimerais vous faire réagir à cette espèce de vague, peut-être devrions-nous dire vaguelette, qui est en train de monter un petit peu, celle de ce mouvement, ce hashtag « Je ne me confinerai pas », de cette désobéissance civile que certains prônent. Est-ce que ça vous choque, tous ces Français qui disent « Bah non, moi j'ai pas envie, franchement, il y en a marre, je ne me confinerai pas ». Alors, je peux les comprendre, mais ça me choque. Je pars du principe qu'on a tous des proches qui peuvent vraiment souffrir de cette pandémie et on est tous responsables envers son prochain. Et donc, il ne nous tient qu'à nous de respecter les gestes barrières, de prendre justement ces mesures et de garder, je dirais, un peu raison. Parce que ces quelques mois, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie complète ? Alors, vous travaillez beaucoup avec l'Allemagne, Anne, et on a l'habitude ensemble de comparer un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Vous habitez à côté de Strasbourg, à Bischofsheim. Est-ce que vous diriez que les Français sont moins obéissants que les Allemands ? C'est peut-être une espèce d'image d'Épinal qui subsiste de ces Allemands plus obéissants que nous, mais est-ce que vous constatez ça, vous, au quotidien ? Alors, c'est clairement ce que je pensais l'année dernière. Et je trouve que ce début d'année 2021, les Allemands sont, on va dire,
tout à fait aussi désobéissants que les Français. Je les sens vraiment très contrariés en ce moment et leur état d'esprit a vraiment changé par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, ils étaient très très obéissants et cette année, ils respectent moins les règles. Alors, la désobéissance dont vous parlez, elle s'exprime aussi dans notre panel d'observateurs citoyens et vous allez entendre notamment Mireille. Alors, elle ne pouvait pas être en direct avec nous ce soir, Mireille, mais je lui ai parlé cet après-midi en visioconférence. Elle est agent de service dans un foyer de vie à Pripriac, c'est en Bretagne, et je lui ai demandé si elle était prête à se reconfiner. Et petit spoiler, la réponse est non. Non. Non, enfin, on a déjà vécu le premier confinement, donc je peux comprendre qu'ils veulent en refaire un, mais ils se contredisent mutuellement. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. J'en ai vraiment marre du confinement. Je comprends que par la sécurité pour les gens, il n'y a pas de problème, mais il faut un minimum. Si on repart dans un confinement total, personnellement, on va beaucoup avoir de mal à le supporter. Les gens devraient retourner dans la rue pour manifester contre la crise sanitaire qu'on a actuellement. Alors quand elle parle de contre la crise sanitaire, elle parle bien sûr des mesures gouvernementales, c'est ce qu'elle a voulu me dire. Antoine Léaumont, si le confinement est décidé, est-ce que vous inciterez les citoyens français à le respecter ? Par la force des choses, oui, mais il commence à y avoir sérieusement une difficulté, c'est que ce troisième confinement, sans doute qu'on aurait pu essayer de l'éviter, sans doute qu'on aurait pu essayer de mettre en place une société du roulement, comme nous le proposons depuis maintenant un certain temps. Et on a un peu l'impression que on n'est pas entendu par le gouvernement, on n'est pas entendu par Monsieur Macron, parce que cette deuxième puis cette troisième vague, finalement, elles étaient assez prévisibles. Donc il aurait fallu confiner plus tôt. Il n'aurait pas forcément fallu confiner plus tôt. Un papier dans Le Monde. Ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas, c'est mettre en place les moyens pour éviter de confiner. C'est-à-dire arrêter de fermer des lits d'hôpitaux, par exemple, ouvrir de nouveaux lits d'hôpitaux, mettre en place... Arrêtez de fermer des lits d'hôpitaux. Ça ne règle pas la situation. Ça permet de soigner plus de gens. Exactement. Donc finalement, de supporter plus de malades. Exactement. Mais est-ce qu'on peut se dire que la solution... D'accord, je comprends très bien qu'on veuille plus de lits d'hôpitaux. Mais il n'y a pas que ça dans ce que je dis. Hein. Peut-on dire que la solution, ça aurait été d'avoir plus de lits, comme ça on aurait pu supporter plus de malades? Ça, c'est un peu défaitiste et malthusien comme solution. Ça, c'est pas défaitiste et malthusien. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, là, en ce moment, on est en train de parler beaucoup de vaccins. On pourrait parler du traitement aussi, de mettre des moyens pour un traitement contre le coronavirus, d'essayer de trouver d'autres moyens de lutter contre cette maladie. Mais je veux revenir sur un point précis, c'est mettre en place la société du roulement. Là, le gouvernement est en train de nous dire il faut tout fermer. Or, il y a des moyens de faire différemment. On pourrait. Il dit pas ça. Le gouvernement dit pas ça. Manifestement, Emmanuel Macron. Ils sont en train. Tout le monde s'accorde à dire qu'Emmanuel Macron hésite énormément. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond aussi. C'est où se prennent ces décisions. Là, actuellement, vous venez de nous dire à 18h, il y a un conseil de défense qui s'est tenu. On ne sait absolument rien de ce qui se passe dans le conseil de défense. Donc on ne sait pas. Donc je suis d'accord avec vous. Donc on ne sait pas qu'ils veulent tout fermer. Mais on sait que plusieurs scientifiques nous disent que désormais, compte tenu de la situation, un confinement devient inévitable. Absolument. Donc, on n'a pas fait assez tôt ce qu'il fallait pour éviter que ce nouveau confinement devienne inévitable. On en est quand même au 3e. Et il y a un peu, pour les Français. Mais je vous interromps beaucoup, mais tous les pays d'Europe confinent et confinent beaucoup plus sévèrement que nous. On est d'accord que c'est un gros problème. C'est pas parce que d'autres le font qu'on peut pas essayer d'envisager des solutions qui sont plus utiles et qui vont dans une. Non, mais c'est pas que de la faute de Macron. Je dis pas que c'est que de la faute de Macron. Je dis qu'il n'y a pas de volonté d'écouter des propositions alternatives. Ça, c'est un gros problème, par contre, qui vient uniquement de Macron. Parce que, par exemple, on va parler des étudiants tout à l'heure, mais juste d'un mot. Nous, depuis mai, on alerte sur la situation des étudiants. On a proposé des choses dessus et on a l'impression, c'est le principal problème que je veux pointer ici, on a l'impression de ne jamais être entendu d'un gouvernement qui ferme les oreilles et qui n'écoute personne. Maud Bréjon, Emmanuel Macron n'écoute personne. C'est vrai qu'il décide en Conseil de défense. On sent qu'il y a assez peu de gens concernés et assez peu de gens dans la boucle. Autant il avait dit que c'était la guerre contre le virus. Alors quand on fait la guerre à un ennemi, on comprend que l'information est importante. Et qu'on ne doit pas lui donner de l'information. Le virus, franchement, si on lui donne des informations, ça change pas grand-chose. Justement, le temps qui est pris pour prendre les décisions, il sert à deux choses. La première, c'est d'avoir des données épidémiologiques qui sont consolidées, et c'est pour ça qu'on dit depuis plusieurs jours, on les aura ce week-end, et ça permettrait d'avoir une vue claire. La deuxième chose, c'était justement laisser ce temps à la consultation. Laisser ce temps à la consultation des présidents des deux assemblées, des associations d'élus. Si confinement il doit y avoir, et moi là-dessus j'ai absolument pas de boule de cristal sur ce qui va se passer, il y aura une présentation qui sera faite à l'Assemblée, à l'Assemblée et au Sénat, suivie d'un vote. Maintenant, je voudrais réagir un petit peu sur ce que vous avez dit, en disant par exemple que rien n'a été fait. Là-dessus, je vous rejoins pas, parce qu'on a d'ailleurs fait le deuxième confinement
plus tôt que les autres pays. C'est ce qui nous a permis, d'une part, de faire Noël dans des conditions, alors certes pas tout à fait normales, mais malgré tout de le faire avec notre famille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de flambée épidémique. Alors certes, les courbes sont trop hautes, mais on n'en est pas au point où où en sont d'autres pays d'Europe. Et le dernier point, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça fait plusieurs fois que je suis avec des personnes de la France Insoumise en plateau, et effectivement, vous parlez de cette notion de société de roulement, c'est comme ça que vous l'appelez. Et je pense que c'est intéressant à réfléchir. Du coup, j'y ai pas mal réfléchi, je vous avoue. Et je vois pas comment c'est possible à mettre en place. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous regardez comment fonctionne une famille, en fait, les enfants sont emmenés à l'école à 1h, 8h30 précis. Les enfants oui, mais le fonctionnement des classes. Aujourd'hui, on peut pas changer le fonctionnement des classes. Précisément, c'est ça qu'on peut changer. On peut pas avoir, par exemple, un père qui commencerait à 6h du matin et une mère qui terminerait à 22h. Et je pense que ce que vous proposez là, d'une part, c'est, à mon sens, sur le plan logistique, très difficile à mettre en œuvre. Et en plus, vous déréglez complètement la vie des gens. Vous savez, je travaille en entreprise, on a essayé de le faire, cette société de roulement. Et bien en fait, ça n'a pas fonctionné du tout. Parce que les équipes, du coup, elles se croisaient. Et donc toutes ces... Cela dit, le confinement, ça dérègle pas mal la vie des gens aussi. Oui, légèrement. Oui, mais alors là-dessus, ça dérègle la vie des gens, je suis d'accord. Mais à mon avis, ce que vous proposez là, c'est pas possible à mettre en œuvre. Il se trouve qu'on est en ligne avec une chef d'entreprise, on peut peut-être lui parler justement de cette question de roulement. On retrouve Anne pour réagir après Antoine Léaumont, mais on va demander à Anne ce qu'elle pense justement de ce que vient de dire Maude Bréjon sur le roulement en entreprise. Comment ça marche chez vous, Anne? Expliquez-nous. Alors nous, on n'a pas fait de roulement. Je rejoins assez le principe que c'est très compliqué de faire un roulement. On a effectivement décidé de maintenir au siège de l'entreprise les postes qui nécessitaient de manière impérieuse d'être physiquement présents, à savoir la production. Et sur les autres postes, on a fait appel au télétravail. Toutefois, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme le moral des troupes est quand même parfois au plus bas, on décide en fonction des services de refaire venir l'un ou l'autre personne d'un service pour que, justement, on retrouve une certaine cohésion. Est-ce qu'il y a beaucoup de télétravail chez vous, dans la longue durée, c'est impossible. Ça se compte en... Il y a combien de personnes en télétravail chez vous, en pourcentage à peu près? Sur la partie bureau, on doit être à presque 70% aujourd'hui. Combien vous avez d'employés, rappelez-nous? Au global, on a 230 collaborateurs. Oui, donc du coup c'est une grande entreprise. Moi ce qu'on propose. Expliquez-nous. Vous avez raison, Antoine. Expliquez-nous comment ça fonctionnerait. Pour préciser la société de roulement, effectivement, ça implique de changer beaucoup de choses. Ça implique de changer les horaires dans les classes. Ça implique aussi, par exemple, à l'université de changer des choses. Ça implique de mettre en place des accords avec les entreprises pour faire en sorte qu'il y ait des décalages, notamment avec les entreprises qui emploient beaucoup de monde. C'est, à mon sens, une entreprise de 230 salariés. On commence déjà à être dans une assez grande entreprise, même si on n'est pas dans une très grande entreprise. Je suis d'accord avec Anne qui nous disait que c'est pas une si grande entreprise que ça. Mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on évite plusieurs choses. Déjà qu'on évite les temps où les gens vont être ensemble dans des transports en commun, notamment parce qu'on sait que c'est des zones de contamination. D'ailleurs, on nous a dit qu'il fallait arrêter de parler dans le métro parce que c'est une zone de contamination. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire en sorte de décharger les lignes de métro, de transport, de bus, etc., pour faire en sorte que les gens y aillent par roulement. Mais il y a un autre exemple. Les Français, s'il y a une incompréhension de certaines mesures, c'est aussi parce que dans la vie quotidienne, certaines mesures qui sont prises paraissent incohérentes. Exemple, le couvre-feu à 18h. Les gens, qu'est-ce qu'ils constatent quand ils vont au supermarché? C'est qu'il y a plein de gens à 18h. Donc ils se disent, mais enfin, c'est débile. On nous demande de pas nous retrouver dans des lieux aux mêmes endroits. Et qu'est-ce qu'ils font? Un truc qui fait qu'on est obligé de se dépêcher d'aller au supermarché et de sortir à 18h. Antoine Léaumont. Typiquement sur ça. Mettre en place plus tard, au final, c'était un moyen de faire en sorte d'éviter qu'il y ait beaucoup de gens au même endroit. Donc ça peut avoir un effet contre-productif de mettre des couvre-feux. Oui et non, plutôt. parce que quand malgré tout le couvre-feu aujourd'hui, effectivement, sans présager de ce qui sera annoncé, il y a quand même des bonnes probabilités que les choses se durcissent. Pour autant, ça ne veut pas dire que le couvre-feu n'a pas marché. Le couvre-feu, il a freiné l'épidémie. Et dans tous les territoires, et notamment dans ceux où il a été mis en place dès le 2 janvier, bien que ça, on n'en serait pas là. Ça a freiné, ça n'a pas freiné suffisamment. Là, on parlait du confinement. Moi, j'ai une question. Aucun de nous n'est médecin, donc nous lisons tous les uns et les autres. Manifestement, le couvre-feu, ça marche moyen. Il y a quelque chose qui marche, tous les médecins le disent, c'est le confinement. Et plus, il y a un très grand article dans Le Monde, très bien fait cet après-midi, qui dit que plus il est pris tôt, plus ça marche. Le confinement a marché
partout où il a été mis en place. Le confinement sauve des vies. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il faut accepter de sauver moins de vies pour moins enquiquiner les gens? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si on continue à ne pas comprendre qu'à un moment donné, les gens en ont ras-le-bol, il n'y aura pas de confinement. C'est ça qui va se passer. C'est ça le problème qui se pose désormais. Mais vous êtes et c'est ça que la majorité doit comprendre. Non, moi je défends des mesures qui permettent de sauver des vies. Si on nous dit que c'est le confinement, confinement, d'accord. Mais on est aussi en droit de dire, on ne peut pas juste arriver dans une situation où on nous dit, il faut confiner parce que tout le monde va mourir, et vous n'avez rien le droit de dire, pas le droit de critiquer, pas le droit de proposer des alternatives. Vous êtes là pour le faire. Mais justement, c'est ce que je dis. Et une des difficultés qu'on a dans la période, c'est aussi qu'il faut réintroduire de la complexité dans le débat. Vous parliez des articles qui sortent. Il y en a un hyper intéressant dans Science et Vie, figurez-vous, aussi du mois de janvier, qui parle de la manière de tracer le virus et qui montre qu'il y a des gens, c'est pas des gens spécifiquement des gens, mais c'est des situations de super-contamination. Et qu'en réalité, on ferait mieux de tracer les zones de super-contamination plutôt que de tracer les gens un par un, parce qu'en fait, en traçant les gens un par un, on évite des problèmes. C'est pas un peu, il y a pas, parce que personne dans le monde n'y arrive. Oui, si, les Japonais, par exemple, c'est ce qu'ils font, et ça marche, a priori, plutôt pas mal, et on pourrait s'inspirer de ce que font les Japonais. C'est pas qu'une différence, oui, mais c'est une différence culturelle qui est extrêmement profonde. C'est aussi que les Japonais, les Asiatiques, d'une manière générale, traitent des SRAS. Ils ont traité cette maladie comme un SRAS, et nous, on a traité ça comme une grippe. Donc, je ne suis pas scientifique, mais je lis des articles scientifiques pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. On n'a pas traité ça comme une grippe. Pour essayer toutes les mesures qui ont été prises depuis des mois. Pour essayer de savoir ce qu'on pourrait faire, ce qui serait les meilleures choses. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder de manière posée, en essayant de regarder un peu toutes les solutions, ce qui marche pas, ce qui est difficile, etc. Là, on arrive dans une situation de confinement parce qu'on nous dit on ne peut pas faire autrement. Moi, je pense qu'on aurait pu essayer de mettre en place plus tôt. Mais ce que je veux dire juste, ce qui me semble important, et c'était ce que disait tout à l'heure Mireille, il y a des gens maintenant qui ne vont pas vouloir se confiner parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas fait pour être emprisonnés chez nous. C'est pas ça la vie d'un être humain. On est fait pour aller au théâtre, au cinéma, pour sortir boire avec ses amis des verres, aller au restaurant. On est fait pour avoir une vie sociale. Donc, nous demander un confinement, c'est demander d'aller contre la vie sociale des êtres humains. Donc, c'est demander un effort. C'est demander un effort qui est considérable. Donc, les dirigeants politiques doivent se poser une question qui est celle du consentement. Et pour qu'il y ait du consentement, il faut qu'il y ait, à mon avis, deux choses. Un, de la légitimité des décisions. Et là, on a un problème parce que comme elles sont prises dans un conseil de défense, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. C'est le premier problème. Et le deuxième, c'est des décisions qui sont compréhensibles. Je vous prends un exemple très précis. Vous avez beaucoup parlé. Ok, mais j'arrête après ça. Juste, on met en place un couvre-feu à 18h. Après 18h, on n'a plus le droit d'aller courir. Ok ? En confinement, on a le droit d'aller courir n'importe quand. Les gens ne comprennent pas. C'est absurde. Vous vouliez réagir? Je ne vais pas réagir sur l'exemple du footing, mais absurde quand même. Qu'il y ait peut-être des points de détail sur lesquels il y a un manque de cohérence. À la limite, je veux bien l'entendre. D'ailleurs, j'ai lu que l'effet interdiction des parcs du premier confinement, le gouvernement ne voulait pas le reproduire. Mais parce que c'était assez incompréhensible. Donc, il n'est pas faux de dire qu'il y a eu des choses on apprend illogiques. En marchant. Encore une fois, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place très tôt. Le deuxième confinement, on l'a mis en place plus tôt que les autres pays. Il y a eu un couvre-feu mis en place, donc malgré tout, on a essayé des choses. Alors, ça n'a pas été suffisamment efficace. Mais ce que vous disiez sur la notion de l'acceptabilité du confinement, et notamment, en l'occurrence, d'un éventuel troisième confinement, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on en est tous à 10 mois de crise. Moi, la première, en tant que citoyenne, franchement, j'en ai marre. Je suis élue locale dans ma ville, à Levallois-Perret. Je discute avec les habitants, je discute avec les commerçants. Ils en ont aussi vraiment marre. Et pour autant, je reste assez convaincue que, comme depuis 10 mois, les gens savent faire preuve de solidarité. Tout à l'heure, je pense que vous utilisiez un mot au début de l'émission où vous disiez est-ce que les gens vont obéir. Je pense que c'était pas la bonne sémantique. Je pense que la logique, c'est pas de savoir est-ce qu'on obéit. La logique est de savoir est-ce qu'on est solidaire entre nous. Est-ce que on se rend compte qu'il y a 70 000 morts déjà, qu'on n'a pas envie d'en avoir 50 000 de plus dans les 3 prochains mois et qu'on n'a pas envie d'engorger nos hôpitaux parce qu'on a de la gratitude et du respect pour les soignants qui y travaillent. Il y a des lois, donc, en fait, il s'agit de les respecter. C'est aussi pour ça que qu'un éventuel troisième confinement n'a pas été mis en place en préventif. Parce qu'effectivement, les gens n'auraient pas compris. La légitimité, aujourd'hui, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est
là, non pas parce que les politiques le disent, parce que effectivement, mais parce que les scientifiques aujourd'hui sont unanimes et parlent d'une même voix sur la question. Et ensuite, il y a l'autre point qui est de la pédagogie, qui est expliquer pourquoi on le fait, donner de la visibilité aux gens, accompagner les entreprises sur l'aspect économique, accompagner les jeunes. Il y a eu encore de nouvelles annonces faites par le président de la République il y a une semaine, je crois, on en parlera après. Et puis voilà, accompagner les citoyens et puis rappeler quand même, parce qu'on l'a pas évoqué depuis le départ, c'est que on peut espérer arriver sur plutôt la fin de cette crise avec le vaccin qui est en train d'être déployé, qui est quand même la formidable lueur d'espoir. Ça prendra plusieurs mois, mais ça reste quand même la meilleure arme qu'on a contre ce virus. Comme vos aînés finalement. Je sais pas si je parle comme mes aînés, mais vous aussi d'ailleurs. Adrien, on va retourner vers Anne avant de donner la parole à Hugo dans un instant pour parler des étudiants, bien sûr. Je sais que vous aviez envie de le faire. Antoine Léaumont et Hugo est là pour ça. Mais Anne, quand vous entendez tout ce qui se dit là, qu'on parle de cacophonie, qu'on dit que Macron décide tout seul dans sa tour d'ivoire, est-ce que vous partagez ce sentiment-là, vous, depuis Bischofsheim en Alsace? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de communication et qu'on a un président un peu autocratique? Alors je pense que justement, de parce qu'il est président aujourd'hui, il a une mission. J'ai l'impression quand même qu'il prend son temps pour prendre une décision. Ça veut dire qu'il échange avec beaucoup de personnes. Donc je dirais, j'ai la faiblesse de croire qu'il essaye justement d'écouter les avis de tout un chacun et de prendre la meilleure décision. Voilà. Mais est-ce qu'il ne prend pas un peu trop son temps? Moi, j'aimerais bien inviter votre invité chez moi dans mon entreprise qui vienne me montrer comment c'est possible de le mettre en place, parce que je comprends vraiment pas comment, au quotidien, dans la vie d'une entreprise, il peut essayer de proposer des solutions aussi ubuesques. Voilà. Donc il vous répond, il est là pour ça. Si je peux vous répondre du coup. C'est pas nécessairement mettre en place dans votre entreprise à vous, madame. C'est mettre en place dans différentes entreprises des horaires décalés. Par exemple, peut-être que ça ne marche pas pour votre entreprise. Je ne sais pas quels sont les horaires de travail. Je ne sais pas si c'est une chaîne du roulement. Je ne sais pas si c'est une chaîne de production en continu. Il y a des cas différents pour les entreprises. Mais on pourrait tout à fait envisager qu'une entreprise qui usuellement ouvre à 8h du matin et ferme à 17h, eh bien on change, on la décale un petit peu. Et on ne fait pas un couvre-feu, mais on décale les horaires de travail. On propose aux salariés de décaler les horaires de travail. Et puis je pense qu'il y a aussi écouter les salariés, de voir si les salariés n'ont pas des solutions à proposer. Pas spécialement nécessairement dans votre entreprise, mais dans l'ensemble des entreprises. Je pense que trop souvent, on a l'impression qu'on peut imposer des décisions de manière autoritaire du point de vue du gouvernement. Moi, je pense qu'il y a des accords à faire avec certaines entreprises, essayer de changer des choses. Mais voilà, c'est pas spécialement votre entreprise. Si dans votre entreprise, vous faites un roulement, au final, ça va faire que les gens, ils vont juste changer les horaires. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plusieurs entreprises qui changent leurs horaires en même temps et qui se mettent d'accord pour le faire. Voilà. Anne vous répond. La parole est à vous. Mais peut-être que c'est pas possible pour la vôtre. Et peut-être qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas possible. Laissez-la parler. Je pense simplement qu'on ne peut pas décider de façon unilatérale que juste les entreprises françaises vont s'accorder sur des horaires. L'entreprise et l'économie en général, il y a des interactions incroyables, nationales et internationales, et décider du jour au lendemain de changer des règles qui sont établies et que beaucoup d'autres utilisent, ça va complètement détruire les relations commerciales déjà. Je ne parle même pas que de la production. Dans mon entreprise, j'ai plus de 50 collaborateurs qui sont au contact de mes clients. Cela, déjà, c'est complètement impossible. Donc, moi, j'aimerais bien, parce qu'au quotidien, j'ai vraiment envie d'apporter les meilleures conditions sanitaires à mes collaborateurs. J'aimerais bien que des gens comme vous, qui prônez des solutions parfois particulières, vous veniez me montrer sur le terrain comment on fait, parce que je suis preneuse de bonnes idées, mais j'ai l'impression aujourd'hui que ce que vous proposez, c'est pas très folichon, quoi. Voilà. Juste pour... Maud Bréjon, ça semble mieux qu'un confinement, mais bon. Pour répondre, parce que... Je vous disais tout à l'heure qu'on a imposé des choses dans les entreprises finalement qui venaient, excusez-moi, qui venaient je cherchais parce que je trouve que qu'on aurait imposé des choses de façon extrêmement rigide dans les entreprises depuis le gouvernement vers les employés. Enfin, pour travailler en entreprise, c'est faux. Aujourd'hui, il y a eu un vrai dialogue social et je pense que Anne pourrait nous en parler, que ça a probablement été mis en œuvre aussi dans la sienne pour réfléchir sur le fonctionnement des entreprises, sur comment est-ce qu'on adaptait bien au mieux le télétravail, comment est-ce que moi, dans mon entreprise, on a mis en place des petits cafés tous les matins virtuels. Alors ça paraît tout simple, hein, mais en fait, ça
ça permet vraiment de garder un lien. Puis ensuite, on a commencé à pouvoir revenir une journée par semaine parce qu'on avait aussi besoin. Et donc les entreprises, ce que je veux dire, c'est que elles se sont vraiment bien adaptées. En tout cas, elles ont fait le maximum. Et je pense que Anne pourrait nous en parler. À mon avis, sur toutes ces innovations, alors qui peuvent paraître des petites choses par-ci par-là, mais qui vraiment ont permis de rendre ce travail-là, souvent en distanciel, un peu moins pénible. J'ai le sentiment qu'en fait, sur le fond, tout le monde est d'accord. Vous deux et Emmanuel Macron, j'ai lu aujourd'hui qu'Emmanuel Macron cherchait un confinement du 3e type, ce qui veut dire qu'effectivement, lui non plus n'est pas très content des 2 premiers confinements. Il convient que le premier a été peut-être un petit peu trop dur, que le second, s'il était appliqué, ne serait pas assez efficace. Et en fait, j'ai l'impression que tous sur ce plateau, on est d'accord pour dire que si un confinement est nécessaire, eh bien, il faut confiner, mais qu'il faut essayer de l'adopter le mieux possible. C'était l'autre point sur lequel je voulais venir. Vous dites, on arrive à la solution, on va avoir les vaccins, etc. Là, on voit bien que c'est pas le cas. C'est-à-dire que, ok, d'accord, mettons, on peut se dire, les vaccins vont régler le problème dans 6 mois. Oui. On peut se dire ça, mais il faut aussi prévoir la situation inverse. Je dis que c'est une partie de la solution. De toute façon, il faut régler, vous avez raison, les 6 mois. C'était la solution à court terme. Alors d'accord, mais si ça marche pas dans 6 mois, on fait quoi? On reconfine une 4e fois, aujourd'hui, les vaccins fonctionnent quand même. Une 6e, la question une 7e, mais le vaccin fonctionne, d'accord, mais sauf qu'il y a des problèmes d'approvisionnement du vaccin. Non, mais la question, vous avez raison, la question est les 6 mois à venir, le confinement tout de suite. Mais pas les 6, les 2 ans à venir. Si, les 2 ans à venir, parce que parlons déjà ici des 6 mois à venir. Oui, mais je veux bien qu'on parle des 6 mois à venir, mais ça fait 1 an qu'on parle des 6 mois à venir. Oui, mais il y a 1 an, il n'y avait pas de vaccin. Mais précisément, c'est ça le problème. On est dans une gestion court-termiste de cette crise. Personne n'a compris que ces maladies... Mais parce que vous savez, vous saviez par exemple qu'il y aurait à avoir un variant anglais. Vous saviez qu'il y aurait le variant sud-africain. C'est prévisible. Non. C'est extrêmement prévisible. Non, c'est pas prévisible. C'est extrêmement fort. Franchement, c'est pas prévisible. Ces maladies sont des maladies qui sont des zoonoses. C'est des maladies qui mutent au contact des animaux. Ces maladies qui mutent au contact des animaux, notre société va en provoquer davantage dans le futur. C'est-à-dire, là, mettons, on règle le problème tous les chefs d'État se sont laissés surprendre. Simplement, on règle le problème du coronavirus, il y a une autre zoonose derrière, parce qu'on ne règle pas les problèmes de fond. On est tous très ambitieux, mais là, déjà, parlons du confinement dans les 6 prochains mois. Parlons du confinement. Faisons une bonne émission là-dessus, ça sera déjà pas mal. Je ne veux pas faire le pari avec vous de revenir dans 6 mois pour le 4e confinement. Ni pour le 5e, ni pour le 6e. Mais alors sur le fond, vous ne pensez pas... Ce que je veux dire, c'est que... Vous ne pensez pas que l'essentiel des Français, ou en tout cas des populations à risque, seront vaccinés d'ici, disons, la fin de l'été? Non. Pourquoi? Non. Parce que, d'ores et déjà, on a des problèmes d'approvisionnement du vaccin Pfizer. D'ores et déjà, on est en train d'arrêter la vaccination dans 2 zones qui sont... 3 zones maintenant. 3 régions de France, parce qu'on veut sécuriser la 2e injection qui permet d'être immunisé. Donc non, j'affirme ici que dans 6 mois, nous n'aurons pas vacciné l'essentiel de la population. On n'a pas complètement arrêté. Ce n'est pas vrai. L'essentiel de la population à risque, excusez-moi, sur aujourd'hui, malgré les difficultés d'approvisionnement, et effectivement, il y en a... Mais vous savez pourquoi il y en a? Je pense que... Malgré ça, pour autant, aujourd'hui, les perspectives qui sont celles qu'on a montrent que toutes les personnes à risque seront vaccinées. La semaine prochaine, par exemple, il aura été proposé à tous les résidents en EHPAD la vaccination. En février, on aura, alors là, on va arriver à fin janvier à avoir vacciné 1,5 million de personnes. En février, on va rajouter à ça 1 million de nouveaux primo-vaccinés. En plus... 1,4 million, en plus des 1 million pour une 2e injection. Donc les choses avancent malgré tout. Et l'objectif de 15 millions de personnes en juin, il sera tenu. Et j'aimerais bien. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi pris de la marge sur le nombre de vaccins approvisionnés. J'aimerais bien qu'on donne la parole à Hugo, pardonnez-moi, mais il est étudiant en 4e année de pharmacie et il avait très envie de parler de la vaccination et il avait notamment une question, je crois, à vous poser, Maud Bréjon. Bonsoir Hugo. Depuis Nantes, vous êtes avec nous en Skype. Je pense que vous nous voyez et que vous nous entendez. Oui. Vous vouliez poser une question à Maud Bréjon sur la vaccination, justement, la campagne de vaccination et la différence de territoire en France qui vous saute aux yeux. Allez-y. Bonjour. Oui, c'est vrai que moi je me sens... Bonjour déjà, excusez-moi. C'est vrai que je me sens très concerné par cette campagne de vaccination puisque je suis étudiant en 4e année de pharmacie à Nantes. Je travaille dans une pharmacie aussi, donc c'est vrai que le vaccin, c'est quelque chose qui m'est quand même familier. Il y a quand même des disparités dans la population française. Il y a des populations qui seront quand même plus faciles à vacciner, mais il y en a quand même d'autres qui sont un peu plus isolées. Je pense notamment aux quartiers défavorisés. Je pense à des Français qui parfois ne parlent pas français.
Alors je sais, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais il faut pas oublier que sur le territoire français, il n'y a pas que des Français aussi. Donc comment on va faire pour ces personnes-là? Ça, c'était une de mes questions. Oui, notamment dans les quartiers populaires, c'est ça que vous dites, où en gros, il y a des gens qui ne parlent pas français, qui n'ont pas forcément la même facilité d'accès que dans les centres-villes. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre, votre En fait, aujourd'hui, alors sans rentrer dans le détail quartier par quartier, les centres de vaccination, ils ont été déployés sur tout le territoire et de façon assez homogène pour qu'il n'y ait aucun endroit oublié. Les quartiers favorisés n'ont pas davantage de centres de vaccination que les quartiers défavorisés. Et ensuite, moi, je compte, pour être élu local, il y a aussi là-dessus... À Levallois-Perret. À Levallois-Perret, dans l'opposition. Il y a aussi un gros travail à faire et les élus locaux le feront. Parce que les élus locaux, ils connaissent leur territoire, ils connaissent la population, qu'elle parle français ou qu'elle parle pas français, ils connaissent leur quartier. Et donc cet accompagnement-là, moi je pense qu'il sera fait par les gens de terrain. Alors je parle des élus locaux, mais je pense qu'il faudra aussi mettre dans la boucle probablement le monde associatif, par exemple, parce que je pense que moi je suis pas défavorable à une action étatique forte. En revanche, je pense que le dernier kilomètre, il est pas assuré par l'État, mais sur pas mal d'exemples d'ailleurs. Et ce dernier kilomètre-là sur la vaccination, c'est valable pour les personnes qui parlent pas forcément français, mais en fait, moi je le vois, je vis à Levallois, c'est franchement pas une commune particulièrement pauvre. Et ben ce dernier kilomètre-là, parfois, en fait, ça peut être juste des gens qui sont isolés. Tout simplement, qui n'ont pas forcément accès à Internet aussi, ou qui sont pas très à l'aise avec. Et ce dernier kilomètre-là, à mon avis, ça va être là-dessus, on va avoir vraiment besoin des élus locaux, du monde associatif. Hugo, il y a aussi quelque chose que vous m'avez dit concernant la vaccination. Vous m'avez dit, moi, je suis étudiant en pharmacie, je demande que ça, que de filer un coup de main, moi et tous mes copains étudiants en pharmacie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas entendu? Est-ce que vous dites, franchement, on est là, utilisez-nous? Alors oui, c'est vrai qu'en pharmacie, alors je sais qu'à Nantes, par exemple en 4e année de pharmacie, à la fin de l'année, on est formé pour une vaccination type grippe. Ça pourrait s'appliquer aussi pour le coronavirus. Alors pourquoi est-ce que c'est pas fait? Pourquoi aussi déjà on ne mobilise pas l'ensemble des professionnels de santé pour vacciner? Les pharmaciens vaccinent déjà la grippe. Pourquoi il n'y a pas assez de doses. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense. Il y en aura. Au bout d'un moment, il faudra bien qu'elles arrivent, ces doses. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, on a 60 millions de personnes à vacciner. Ouais, alors déjà moi je trouve ça formidable que tout le monde ait envie de s'investir et j'espère vraiment que au bout du bout, on arrivera vraiment à embarquer tout le monde dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a deux contraintes. Il y a une première contrainte qui est celle de l'approvisionnement. Parce que effectivement, comme on n'a pas des doses de façon complètement extensible, on a ciblé des modes d'administration qui sont ceux des centres de vaccination principalement. Et puis il y a la deuxième contrainte, et là d'ailleurs je pense que Hugo comprendra probablement mieux que moi, c'est celle de comment est-ce que on conserve le vaccin à moins 80 degrés, et donc tout ça induit des contraintes logistiques. Or, dans un deuxième temps, on va avoir des vaccins qui vont se conserver, vous pourrez nous le dire, mais peut-être j'ai l'impression plus comme les autres vaccins. Et à ce moment-là, de ce que je comprends, va y avoir un déploiement en termes de maillage territorial qui va être bien plus large. Et j'espère, j'ai pas la réponse de façon formelle, mais j'espère, et ce serait assez cohérent, que les professionnels qui sont formés pour le faire, comme ça semble être le cas dans les pharmacies, puissent aussi le faire. Mais pour ça, il faut attendre qu'on ait davantage de vaccins et qu'on ait les vaccins qui permettent, sur le plan logistique, d'être déployés en pharmacie. Si. Parce que c'est vrai, excusez-moi, je juste sur les vaccins. Je propose qu'on passe au malaise étudiant. On va passer au malaise étudiant, en effet. Le temps court rapidement. Alors, allez-y, mais très rapidement, mais il va y avoir un problème d'approvisionnement en vaccin de toute façon. Juste, j'explique pourquoi. Parce que on ne met pas ce vaccin est dans les mains d'entreprises privées qui déposent des brevets. Et on ne le met pas en licence d'office pour qu'il soit accessible largement. Donc les problèmes d'approvisionnement viennent des problèmes de production. On ne produit pas assez de ce vaccin. J'entends cet argument, mais ça ne change rien. Il aurait fallu le mettre il y a longtemps. Un exemple très concret. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. La Russie nous a proposé de coproduire le vaccin avec elle. La Russie a développé un vaccin, Sputnik 5. Il y en a un deuxième qui est développé, qui est encore plus efficace. Et les Russes nous ont demandé notre aide pour produire ce vaccin à la France, en tant que nation. Nous n'avons pas répondu. Ce qui est quand même assez absurde. On a un problème d'approvisionnement vaccin, on ne répond pas. L'Allemagne, elle, est en train de discuter avec la Russie pour produire un vaccin. Donc, on a l'impression que pour des raisons idéologiques, je suis désolé, on ne répond pas aux Russes parce que c'est des Russes.
alors même qu'ils nous proposent de coproduire un vaccin. Je trouve que c'est absurde. Mais Sanofi va produire, par exemple. Oui, mais Sanofi aurait pu produire, aider à produire le vaccin russe, puisque pour l'instant... Le vaccin russe n'a pas l'homologation européenne. Moi, personnellement, je veux le vaccin russe. Oui, mais l'Allemagne est en train de discuter avec la Russie. Donc, au moins, on pourrait discuter pour que si jamais il y a une homologation européenne, on puisse le produire. Et de façon générale, gardons à l'esprit quand même qu'on ne produit pas un vaccin comme on produit des chocolats. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, mais on est la France, on est une grande puissance vaccinaire. On est la puissance qui a inventé le vaccin. Mais vous avez l'impression que en suivant vos dogmes, tout serait facile. Non, c'est pas justement. C'est en ne suivant pas certains dogmes. C'est-à-dire que en ne disant pas juste les Russes, on leur parle pas parce que c'est des Russes. Peut-être qu'on aurait pu réussir. Le vaccin, il n'a pas de nationalité. Le virus non plus n'a pas de nationalité. Avec vous. Tout à l'heure, Hugo a pointé un truc. Mais tous les chefs d'État du monde qui tous sont débordés. Vous savez quel est le pays européen qui tous les chefs d'État du monde qui tous sont débordés par le virus, quelle que soit leur appartenance politique, sont tous des benets qui ne comprennent rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je vous ai dit. Non, mais vous dites si on avait fait ceci, si on avait fait ceci, si on avait fait cela. Écoutez, tout a l'air facile quand vous écoute. D'habitude, c'est quand même vous qui comparez la France et l'Allemagne. Là, je vous propose une comparaison sur la France et l'Allemagne à propos du vaccin. On est quand même dans le terme, j'ai l'impression, de notre émission. Je vous donne un autre exemple. Le pays qui vaccine le plus actuellement, européen, c'est la Serbie. Vous savez pourquoi? Parce que l'Europe ne sécurise pas de vaccins pour la Serbie. Du coup, ils se sont tournés vers qui? Vers la Chine. Donc la Chine leur a filé 1 million de vaccins et ils sont en train de vacciner massivement leur population. Bon, et ben ça, pour des raisons idéologiques, parce que c'est les Chinois, parce que c'est les Russes, parce que c'est un tel, on a l'impression qu'ils n'ont pas l'homologation ces vaccins-là. Je suis d'accord avec vous. Je suis en train de vous dire exactement ça. Pourquoi ils n'ont pas l'homologation? C'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est pourquoi l'Europe ne donne pas l'homologation. Cette homologation, elle n'est pas donnée par des politiques, elle est donnée par des scientifiques. Et je suis d'accord avec vous, mais la Commission européenne a dealé avec 6 labos différents. Exactement, mais quand on est capable de faire rapide avec des labos qui, par ailleurs, quand ils sont en Argentine, pardon, il y a une vide, j'avais oublié. Mais quand ils sont en Argentine, par exemple, Pfizer en Argentine, ils ont demandé à l'Assemblée argentine de voter le fait que si jamais il y avait des effets secondaires du vaccin, il ne serait pas poursuivi par l'État argentin. Et la Commission européenne a fait exactement l'inverse. On pourrait peut-être. La Commission européenne a pris du retard parce que justement, dans les contrats, elle a exigé que les labos aient aussi une responsabilité. On est d'accord que dans certaines situations, même quand c'est tout de suite. Dans certaines situations, même quand c'est compliqué, on est capable de faire vite. Donc peut-être qu'on pourrait être capable de faire un peu plus vite avec d'autres types de vaccins, sans mettre de nationalité. Là, c'est pas la porte-parole qui parle, c'est l'ingénieur. Moi, je bosse dans l'industrie. Ce que vous dites, c'est un peu manichéen. Vous souhaitiez parler du malaise de la jeunesse. Nous avons un étudiant. Je propose qu'on en parle si vous en êtes tous d'accord. Absolument. Et plus que de parler des jeunes, on va parler à un jeune, donc Hugo qui est toujours avec nous. Et je vais vous poser en fait la question par laquelle j'aurais peut-être dû commencer, mon cher Hugo. Comment ça va? Voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir. Évidemment, on dit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont le moral qui est pas au top. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Alors moi personnellement c'est vrai que ça va plutôt bien puisque je suis entouré et c'est vrai que j'essaie de m'investir dans la vie étudiante de ma faculté, de mon université, mais autour de moi, oui, il y a des étudiants qui ne vont pas bien. C'est-à-dire que quand on est étudiant à dire qu'il se suicidait, qu'il prend des antidépresseurs depuis 1 an ou parfois juste depuis le premier confinement, c'est que ça va pas. C'est que les étudiants vont très mal, les étudiants sont au fond du gouffre vraiment, pour certains. Parfois, il ne faut pas oublier que c'est des études qui sont longues, difficiles, très denses. Alors, je dis pas qu'il y a des études qui sont plus faciles que d'autres, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même plus long. Il ne faut pas l'oublier que quand on est, par exemple, en 3e ou en 4e année et qu'on a 6 ans à faire, c'est compliqué de ne pas voir le bout de cette épidémie. Est-ce que parfois, on a un peu l'impression d'être délaissé quand même, c'est vrai. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, que les prises de parole, que ce soit Jean Castex ou Emmanuel Macron, sont des soutiens pour vous, ou au contraire, vous vous dites, non, on s'occupe pas de nous, on est la fameuse génération sacrifiée, comme certains ont pu reprendre cette expression? Mais oui, complètement. Alors, c'est vrai que le gouvernement est quand même plutôt rassurant, c'est vrai, mais pas avec les étudiants. On ne parle jamais de l'enseignement supérieur. On parle de l'enseignement, mais collège, lycée, école primaire, etc., nous, ça ne nous concerne plus, ça. Il y a des choses qui ont été mises en place pour les collèges, lycées, etc., on l'a vu. Les CELF ont été rouverts, les enseignements se refont en présentiel.
Et nous, on est où là-dedans ? Hugo, Parce que moi, je sais pas vous, mais ça fait quand même un moment qu'on parle plus de l'enseignement supérieur. Je peux vous poser une question ? Il est là pour ça. Comment ça va matériellement ? Parce que un des problèmes des étudiants, c'est que dans la phase actuelle, comment ça va matériellement pour vous et aussi pour les gens qui sont en études avec vous ? Parce que un des gros problèmes des étudiants, c'est que 1 sur 2 est obligé de travailler. Il y en a 1 sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, mais 1 sur 2 est obligé de travailler pour payer ses études. Et un des gros problèmes qu'il y a en ce moment, c'est que comme justement on confine, on ferme les bars, les restos, les endroits qui sont des endroits où travaillent les étudiants souvent pour payer leurs études. Moi, je suis pas pour une situation dans laquelle des étudiants travaillent pour payer leurs études. On a d'autres propositions sur le sujet. Mais comment ça se passe concrètement pour vous, pour vos camarades de classe, comment ça va ? Je vais prolonger la question parce que j'ai entendu ça aussi, mais j'ai lu que les études montraient que ce dont souffraient le plus les étudiants, c'était la solitude, le manque de contact et plus de détresse psychologique. Enfin, il ne s'agit pas de hiérarchiser, mais qu'il y avait au moins autant de détresse psychologique que de détresse matérielle et financière. Dites-nous ce qu'il en est pour vous et pour vos amis. Alors, l'avantage, c'est que, et croyez-moi, c'est un sujet que je connais plutôt bien, l'avantage, c'est que la détresse matérielle, on va dire, elle a été résolue. Parce que ça ne faut pas oublier que ça fait quand même 1 an, et en 1 an, il y a eu des choses qui ont été mises en place, alors par les associations étudiantes, par les facultés et par l'université notamment, qui ont fait des travaux vraiment incroyables en si peu de temps pour donner accès pour éviter cette fracture numérique en fait. En revanche, question morale, on aura beau donner du moral au début, ça ne veut pas dire qu'il va être prolongé jusqu'au bout. C'est pas comme le matériel en fait, c'est pas quelque chose qui peut se mesurer, qui peut se toucher. Donc en fait le moral, même si au début ça allait bien, maintenant ça ne va plus. Et c'est maintenant en fait comme pour la fracture numérique, il faut faire quelque chose. Parmi les exceptions dont a parlé le Premier ministre, vous savez, on parle de reconfinement et plus personne ne veut être reconfiné. Le Premier ministre a dit nommément que peut-être il pourrait y avoir une exception pour les étudiants parce que vous vous souvenez que le même Premier ministre a dit que vous pourriez revenir en cours au moins 1 fois par semaine et que ça pourrait rester. Est-ce que vous souhaitez être une exception dans le confinement s'il y avait confinement ? Alors, en fait, le confinement, pour nous, alors ça a déjà été évoqué, je pense notamment aux bibliothèques universitaires. Les bibliothèques sont fermées à partir de 17h maintenant. Moi, personnellement, je suis étudiant et je ne travaille pas que avant 17h dans ma journée. Je travaille parfois jusqu'à très tard, notamment pendant les révisions. Et en fait, pendant le confinement, les BU et les bibliothèques universitaires étaient restées ouvertes plus tard. Et là, donc finalement, c'est vrai que la solution de faire un confinement, elle aurait limite des avantages en fait pour nous, parce que ça ne change rien du tout. Rester en distanciel chez soi toute la journée, parce qu'on est obligé de rester en distanciel, puisque les cours sont en distanciel, ça change rien du tout pour nous. Maud Bréjean, vous vouliez réagir à ce que nous dit Hugo, aussi peut-être quand il nous dit voilà, on est oublié par le gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre à tout ce qu'il vient de nous dire, qui est quand même assez édifiant. Avant de rentrer et de déballer ma boîte de ce que le gouvernement a fait, ça pèse pas grand-chose, mais déjà je voudrais dire que vraiment je le comprends. Je le comprends parce que ça fait à peine 6 ans maintenant que moi j'ai arrêté les études. D'ailleurs j'étais à Nantes, moi aussi. Et c'est car et c'est très compliqué. Non, c'est une situation qui est franchement très dure et je pense que malgré tout, là-dessus, le gouvernement n'aura pas de baguette magique. En revanche, je pense que dire que on ne parle pas des étudiants et que le gouvernement n'en parle pas, là-dessus, Hugo, je te rejoins pas. Un des derniers déplacements d'ailleurs du président de la République était à Saclay, on s'en rappelle, pour rencontrer des étudiants. Il y a eu des annonces de fait suite à ça, notamment dire, et je sais, vous allez probablement dire c'est pas suffisant, mais malgré tout, on est dans un contexte sanitaire qui est compliqué. Donc le fait de dire les premières années, on reprend les groupes, les demi-groupes sur les TD. Seulement les TD en demi-groupe. Voilà, les TD en demi-groupe. Ouais, mais c'est déjà ça, parce que ça remet aussi du lien social. Ça remet du lien social et ça recale un peu sur un emploi du temps. Et puis, il a pas tort. J'ai pas entendu, excusez-moi. C'est une société de roulement. C'est une société du roulement, c'est ça qu'on propose.
Oui, mais là, on parle des études. On propose depuis mai. Là, on parle des études. Vous parlez du roulement avec les écoles, les entreprises. Je vous rappelle que la chef d'entreprise qui était en place tout à l'heure, une chef d'entreprise a dit que c'était pas possible. Je voudrais juste finir de répondre à Hugo, si ça vous embête pas. Il y a eu ça. Il y a eu des mesures sur l'aspect économique, de repas à 1 euro par jour au Crous, qui était une proposition d'ailleurs formulée par les jeunes avec Macron que je salue au passage. Il y a eu des facilités pour aller voir notamment des psychologues avec des chèques psy qui permettent de pas faire l'avance. Et puis sur le temps scolaire, cette idée, dans la mesure du possible, de revenir à 20% de présentiel, ce qui correspond en fait à ce qu'on peut faire en entreprise. Et qu'est-ce qu'il en pense, Hugo, de ces mesures? On peut lui poser la question puisque vous en parlez, vous reprendrez votre raisonnement après, mais notamment ces repas à 1 euro par jour. Hugo, est-ce que vous les avez vus, vous, appliqués dans votre campus? Comment toutes ces mesures ont-elles été reçues et ont-elles été appliquées surtout? Effectivement, il y a quelques temps, on a entendu parler de la visite à Paris-Saclay et notamment de cette annonce de repas à 1 euro 2 fois par jour. Alors moi, je suis étudiant à Nantes. Il y a plusieurs restaurants universitaires sur Nantes. Et celui qui est à côté de chez moi, je n'en ai pas vu encore la couleur. Alors évidemment, je l'attends de pied ferme. Si ça pouvait être mis en place le plus rapidement possible. Alors c'est vrai qu'une annonce aussi soudaine, c'est difficile de mettre en place derrière. Mais c'est vrai que ça peut aider. Et c'est plusieurs petites choses qui peuvent aider. Il n'y aura pas de solution miracle, on le sait. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent aider au final. Il y a des petites choses, mais il y a aussi parce qu'il y a l'université, facultés, les associations, etc. Hugo, Adrien a 2 questions à vous poser. Oui, on va reparler ensemble du confinement. Sur les Hugo, est-ce que vous le suivrez, vous, ce confinement? On ne vous prive pas de parole, vous parlez beaucoup. Et il reste un peu de vous êtes là, rassurez-vous. Et vous êtes là pour ça. Je veux bien juste dire des choses sur les étudiants, mais alors, vous allez les dire dans un instant. Je pose une question à Hugo. C'est bien que les étudiants les disent aussi. Absolument. Est-ce que vous allez le suivre, Hugo, ce reconfinement? S'il a lieu, certains étudiants parlent de désobéir. Est-ce que ce sera votre cas? Est-ce que vous les comprenez ou les soutiendrez? Écoutez, pour être étudiant en santé et futur professionnel de santé, je ne peux qu'encourager à respecter ce confinement, évidemment, puisqu'on le voit, ça fonctionne, ça sauve des vies. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a en santé ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et en fait, aggraver la situation avec un confinement, moralement, ça peut tuer des étudiants. Il ne faut pas l'oublier, les étudiants vont mal. Il y a des étudiants qui se suicident parce qu'ils ne vont pas bien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que c'est du même ordre? Est-ce qu'on peut réellement... Alors certes, il y a eu quelques suicides, mais vous dites que ça peut moralement tuer des étudiants. Est-ce qu'il est vraiment opportun, vraiment, loin de moi l'idée de nier votre souffrance, mais peut-on réellement comparer la souffrance morale, qui fait souffrir mais qui ne tue pas, avec le virus qui, lui, tue vraiment? Bien sûr. Et je peux en parler très facilement puisque j'ai été confronté à cette situation. Il y a un de mes amis et camarades en pharmacie qui s'est donné la mort et qui a laissé dans sa lettre comme quoi c'était difficile certes, mais que le confinement avait aggravé sa vie. Mais avait justifié son acte aussi. Je comprends. Oui. Antoine, vous vouliez parler? C'est un des problèmes de fond. Il y en a maintenant plusieurs étudiants qui sont suicidés. Il y en a plusieurs qui ont fait des tentatives de suicide. Et quand je dis qu'il faut être capable de prévoir sur le long terme, c'est parce que désormais, les risques sont là. Les risques, ils sont psychologiques, certes, mais ils sont aussi dans le fait que puisqu'il y a des risques psychologiques et puisque les gens sont déprimés, en réalité, disons les choses honnêtement, mais même nous, autour de cette table, je suis sûr, bon là, on est tous dans notre rôle, vous de journalistes, vous de La République En Marche et moi de... Ah non, moi j'en peux plus. Et moi, honnêtement, si on est honnête avec nous-mêmes, on se disait tous, bon allez, c'est l'année 2020 et en 2021, ça sera mieux. Mais ça sera pas mieux en 2021. Mais l'être humain est comme ça. L'être humain cherche le positif dans la vie, sinon... mais ça, vous le savez pas. Vous pouvez pas dire aux gens qu'on va être dans le noir pendant 2 ans. Justement, précisément, parce que vous n'en savez rien et qu'en plus, c'est alimenter la détresse des gens. Justement, ce que je dis, c'est que si on veut se sortir de cette détresse psychologique, ce qu'il faut qu'on commence à faire, et je vous invite, et je ne sais pas si vous avez la possibilité d'en parler encore plus au niveau du gouvernement, etc., mais ce qu'il faut commencer à faire, c'est prévoir sur le long terme, sur le très long terme, parce que là, tous, on se met dans la situation, ok, mais d'ici 3 mois, ça sera mieux, mais d'ici 6 mois, ça sera mieux. Et ce genre de choses nous met dans une situation de détresse psychologique, tous, parce que si on se dit, à partir de telle date, c'est mieux, et qu'en fait, c'est pas mieux,
C'est pire encore. Mais parce que et de dire dans 6 mois ça sera. Enfin, vous dites ça nous met en situation de détresse psychologique. Non. Alors moi si vous me dites dans 2 ans c'est pareil. Dans 6 mois rien va n'avancer. Vous n'avez pas l'impression que ça met de la détresse psychologique. Je vous dis précisément qu'il faut réfléchir à des alternatives au confinement, ce que je proposais tout à l'heure, notamment la société de roulement dont vous avez parlé pour les TD. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Et essayer de donner des perspectives qui sont autres. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du vaccin, mais le vaccin, si vous dites, exemple, vous dites aux gens, en août, on aura vacciné tout le monde, si vous n'en avez pas la certitude absolue, il ne faut pas dire ça. Mais vous savez, il faut dire c'est difficile. Il faut mais alors difficile. Quand Olivier Véran dit on aura vacciné 70 millions de Français. Il a dit une chose le matin. Oui. Quand on aura vacciné 70 millions de Français à la fin de l'été, je trouve ça absurde, d'autant qu'on est 70 millions. Voilà. Donc ça, je trouve ça absurde. Mais autant dire, comme vous l'avez dit, on ne va pas arriver à vacciner 10 millions de Français d'ici juin. Je trouve ça vu le rythme sur lequel on est. C'est très pessimiste. Vu le rythme sur lequel on est, vu l'efficacité actuellement des vaccins, des futurs vaccins qui sont prévus qu'on ait en France. Vu les difficultés d'approvisionnement, de production, vu la vous tension, ne participez pas à la désespérance en étant aussi pessimiste. Ce que je dis, c'est qu'il faut prévoir. Pour avoir le meilleur, il faut prévoir le pire. Voilà ce que je dis. Sur les vaccins, si on veut. J'entends que vous dites qu'on n'a pas respecté enfin qu'on ne sera pas à 15 millions en juin. Moi, je vous dis qu'en juin, on sera à 15 millions de personnes vaccinées. J'ai passé mon mois de janvier à dire qu'on serait à 1 million fin janvier avec des gens comme vous qui me disaient mais non, vous n'y serez jamais. On est à 1,5 million. C'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a dit que ça serait difficile. Parce qu'en fait, on n'a pas commandé 50 millions de vaccins pour vacciner 25 millions de personnes. On a commandé 200 millions de vaccins pour vacciner 100 millions de personnes. Or, on s'accordera au moins sur Non, pour la France. Il y a 200 millions. Des vaccins qui n'existent pas encore et qui sont pas encore produits. Il y a 200 millions de doses qui ont été précommandées. Qui sont pas encore produites. Pour l'année. Qui sont pas encore produites. Et qui sont pas encore produits, mais qui vont l'être. Parce qu'AstraZeneca va être de toute façon. On revient systématiquement au vaccin. Je pensais que vous seriez content de parler des jeunes et du malaise des jeunes. Sur les étudiants, c'est vrai qu'on a un peu changé de sujet. Sur les étudiants, Hugo a raison de dire qu'un des problèmes, c'est celui de confinement et de la situation psychologique dans laquelle ça met. Parce que de fait, quand on est étudiant, un des plaisirs et disons quand on travaille beaucoup quand on est étudiant et une des pauses qu'on peut faire, c'est de voir ses amis et de pouvoir passer du temps avec eux. Comment ? Quand on travaille dans la vie active, on travaille beaucoup aussi. On travaille souvent plus quand on est étudiant parce qu'on fait son travail d'étudiant plus pour un sur deux, souvent un job et il faudrait pas l'oublier. Donc les étudiants, et vous l'avez été, je l'ai été. J'aimerais bien sur les petits jobs. Sur les étudiants, une réponse simple, efficace, rapide. C'est la mise en place du RSA de 18 à 25 ans. Actuellement, on n'a pas le droit de toucher le RSA quand on a moins de 25 ans. C'est une mesure d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle, et d'ailleurs, c'est pas ça qu'on propose sur le long terme. Nous, on propose l'allocation d'autonomie pour les étudiants pour leur permettre de faire leurs études. Mais là, on a une mesure simple à mettre en œuvre, une mesure d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est vrai que le gouvernement refuse obstinément ça en disant on fait pas de l'assistanat, mais enfin, à un moment, ça permet de vivre, non ? Surtout quand il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, il y a une garantie jeune, c'est un peu moins de 500 € par mois, c'est versé à 200 000 jeunes, ça a doublé, on a doublé le nombre de bénéficiaires. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas favorable au RSA jeune ? Parce qu'en fait, je considère que l'important, c'est certes de garantir au jour J, au tenté, un certain niveau de vie, mais c'est aussi de faire un travail sur l'insertion. Et cette garantie jeune, elle a ce bénéfice-là, c'est-à-dire, je termine. Il n'y a pas de travail. C'est-à-dire avoir à la fois un peu moins de 500 € par mois, alors certes sous condition de ressources, et d'être accompagné avec un accompagnement personnalisé qui est géré par les missions locales. Je vais vous donner juste 2 chiffres. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes bénéficiaires du RSA, pour plus de 50% d'entre eux, elles le touchent depuis 4 ans ou plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas un levier de réinsertion. Et en fait, vous savez, moi, quand j'entends ça, ça me rappelle Coluche disait à l'époque, la gauche aime tellement les profs qu'elle en fabrique, quoi. Mais en fait, c'est un peu ce que vous êtes en train de vendre. Peut-être qu'à Levallois, vous n'avez pas de problème d'emploi, mais dans d'autres villes, il y a des problèmes d'emploi. Vous savez, non, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, c'est que ça me révolte ce que vous dites. Ça me révolte ce que vous dites parce que les gens qui touchent le RSA pendant 4 ans, vous pensez qu'ils le font exprès ? Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous dites. Non, c'est exactement ce que vous dites aux gens qui touchent le RSA. J'ai dit qu'il fallait, au contraire, c'est exactement ce que vous dites. Non, c'est parce qu'elle a dit. C'est faux. C'est malhonnête. Elle a dit que ça ne favorise pas la
pas le RSA en tant que tel. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ils font ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on est au RSA, il y a certes un accompagnement qui est fait par les missions locales, ou par des dispositifs, par des professionnels de l'insertion qui font, vous savez, je suis issue d'une famille de professionnels de l'insertion, de travailleurs sociaux, donc je sais très bien ce que c'est. Donc ils font un travail formidable. Mais pour autant, cet accompagnement-là, il n'est pas suffisant. Or, dans la garantie jeune, il y a un accompagnement individualisé. Et c'est ça la différence. On ne vous mettra pas d'accord sur le RSA jeune, et je m'en doutais. Juste pour vous signaler, peut-être va-t-on voir l'image depuis l'Élysée, Conseil restreint de défense. Nous avons ce qu'on appelle la mire. Manifestement, une prise de parole est prévue à l'issue du Conseil de défense. Évidemment, on vous informera quand on en saura plus. Adrien, je crois que vous vouliez nous faire écouter une réaction ou une question de Mireille qu'on a écoutée tout à l'heure. Alors, absolument, on va écouter Mireille puisqu'on parle des étudiants du secondaire avec Hugo. Mireille voulait nous faire part de son expérience aussi. Elle a une petite fille qui est en 3e et elle est très inquiète pour sa fille. Écoutez Mireille depuis Pipriac en Bretagne. Moi, je vois par rapport à ma fille, au niveau de ses études, ça va être très compliqué. Elle est en 3e, il faut que je trouve un lycée pour l'année prochaine, on sait ce qu'elle veut faire. Mais niveau scolaire, elle a quand même chuté. Déjà, l'année dernière, au mois de mars, elle a chuté. Parce que c'est pas comme en cours, faire des cours par Internet ou des cours qu'on envoie par papier, c'est pas pareil. Elle s'est démotivée. Elle était bien partante au départ, mais arrive au bout d'un moment, donc elle faisait toujours ses devoirs. Il n'y avait pas de souci parce qu'on était derrière. Mais au bout d'un moment, on sent bien que la motivation n'est plus là. De toute façon, actuellement, malheureusement, leur vie de jeunesse est un petit peu foirée. Leur vie de jeunesse, elle est un petit peu foirée. Elle nous raconte en fait une histoire de décrochage scolaire. Est-ce que vous voulez réagir, répondre peut-être à Mireille, la rassurer? Je ne sais pas. Alors la rassurer, je connais pas sa situation personnelle, mais s'il y a bien une chose qu'on peut admettre de la politique du gouvernement là-dessus, tout parti confondu, c'est que on a réussi l'exploit, et je le dis comme ça, de garder les écoles primaires, les collèges et les lycées, même s'ils sont fonctionnement hybrides. Il y a aujourd'hui quand même dans certains pays d'Europe des élèves qui sont chez eux en distanciel depuis des mois. Aujourd'hui, les collèges sont ouverts. Il y a pas, c'est même pas en fonctionnement hybride. C'est-à-dire que tout le monde va au collège. Il y a eu un gros travail fait par le personnel de l'éducation nationale sur organiser les emplois du temps pour qu'il n'y ait pas de brassage, augmenter les durées du temps de cantine. L'acquisition de compétences numériques par les enseignants, des chefs d'établissement qui ont aussi été absolument exemplaires pour travailler avec les conseils départementaux, les conseils régionaux, pour mettre en place ce protocole sanitaire qui était lourd et le porter au sein de leurs équipes. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de faire de la France le pays qui avait maintenu le plus de jours d'école en 2020. Et encore aujourd'hui, les collèges sont ouverts. Et je sais pas ce qu'annoncera le président de la République, mais j'espère qu'on arrivera tant que possible, peut-être en basculant sur un fonctionnement hybride mi-présentiel, mi-distanciel, mais à conserver cette continuité de pédagogie parce qu'on a réussi à le faire jusque-là. J'aimerais qu'on retrouve Anne, parce que ça fait hyper longtemps qu'on ne lui a pas parlé. À Anne, elle est à la fois chef d'entreprise et aussi maman d'une petite fille, je crois, également. Vous me le confirmerez, Anne, dans un instant. Est-ce que vous craignez que les écoles ferment, justement? Est-ce que vous dites non, surtout pas, ne fermez pas les écoles? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Et après, je vous parlerai de votre entreprise en rapport aux étudiants, mais d'abord cette question. Alors effectivement, tout d'abord, moi je suis pour que les écoles restent ouvertes. Je suis complètement sur cet avis très en phase avec le gouvernement. Ma fille a aujourd'hui 17 ans, elle passe son bac dans des conditions effectivement très particulières et elle est passée à nouveau d'un mode hybride à un mode temps plein. Je trouve ça très bien parce qu'effectivement, avec le temps, eh bien, on prend l'habitude de cette nouvelle routine où on ne travaille entre guillemets qu'à moitié. Et je pense que c'est nécessaire effectivement de ne jamais lâcher prise et de forcer les jeunes à continuer à rester assidus. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de ne pas fermer les écoles. Alors, les uns et les autres répondront. Je voudrais donner un chiffre officiel qui vient de tomber en écho à la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur la vaccination. À la date d'hier, parce que désormais le gouvernement, pour que les chiffres soient consolidés, donne les chiffres de la veille. Donc à la date d'hier, 28 janvier au soir, il y avait en France 1 353 277 personnes vaccinées. Absolument, ça vient de tomber. Deuxième question que je voulais vous poser, Anne, on parlait des étudiants du secondaire. Vous êtes maman, évidemment, c'est un métier aussi, quasiment à temps plein, chef d'entreprise. Comment vous allez faire pour participer à l'effort collectif? Est-ce que vous vous dites, je vais prendre davantage de stagiaires, je vais essayer de faire bosser un
peu plus les étudiants? Je ne sais pas, est-ce que vous réfléchissez à des pistes justement pour améliorer leurs conditions et participer à l'effort? Alors, au quotidien, je suis déjà très engagée auprès des jeunes. Donc, bien évidemment, je vais faire un maximum de choses pour les jeunes. D'une part, parce que dans mon entreprise, je vais accueillir autant de jeunes que possible. Et d'autre part, parce que je suis aussi conseillère du commerce extérieur. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va faciliter les VIE. On va également faire jouer notre réseau pour accueillir davantage de jeunes et en stage. Et même pour leur permettre de s'occuper durant l'été, si jamais... je dirais, le virus ça aura suffisamment régressé pour que l'on puisse accueillir dans des conditions, on va dire, acceptables des jeunes. En tout cas, les jeunes sont toujours les bienvenus dans mon entreprise. Simplement, moi, je voudrais revenir sur une chose qui a été dite tout à l'heure et avec laquelle j'étais en désaccord, c'est sur le RSA et l'insertion. Le problème principal, et il va falloir à un moment donné que vous arriviez à comprendre ça à La République En Marche de manière générale, c'est qu'actuellement, on en est à 20 demandeurs d'emploi pour un emploi disponible. C'est ça la situation de notre pays. Le chômage, c'est pas des gens qui sont au chômage par plaisir. Le RSA, c'est pas des gens qui sont au RSA par plaisir. Anne nous dit, je suis pas d'accord. La pauvreté, c'est pas une situation dans laquelle les gens sont par plaisir. Mais c'est absolument pas ce qu'on a dit, ni Anne ni moi. Je suis d'accord, vous parlez dans une même direction toutes les deux assez régulièrement, mais pour donner un avis contraire, il y a des choses dans lesquelles il faudrait investir de manière massive. Par exemple, là, le gouvernement a distribué de l'argent de manière massive sur les entreprises dont le plan du gouvernement, 25% de la somme. Les entreprises qui prennent des stagiaires. Non, précisément qui permettent qui embauchent derrière. Pas justement ça. C'est 25% de la somme va à 0,01% des entreprises qui sont les grosses entreprises. Ça, c'est pas une situation qui va aider. Anne nous dit, je suis pas d'accord. Les entreprises, elles créent de l'emploi. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Pas que les entreprises qui... Laissez parler, Anne, s'il vous plaît. Alors, si Antoine me laisse prendre la parole, je vous laisse parler, madame. Me permet de lui proposer de venir chez moi. Je vais lui expliquer. Vous l'avez fait plusieurs fois, je veux bien venir, mais on va... Non, mais Anne, pourquoi niez-vous? Mais c'est simple, aujourd'hui, moi je suis, par exemple... Que savez-vous de ma vie, madame? Vous ne savez pas si j'ai travaillé en entreprise ou pas? Moi, j'ai travaillé à l'usine, hein. 90% de l'ensemble des produits que je vends. J'ai des difficultés incroyables à recruter des personnes au sein de mes équipes de production. Donc, on ne peut pas me dire parce que c'est de l'emploi qualifié. Moi, j'ai des postes vacants dans mon entreprise. Alors, j'ai des postes que je ne peux pas mettre en activité parce que le contact avec la clientèle est impossible. Mais d'un autre côté, j'essaye quand même de produire et de maintenir la création de valeur ajoutée dans le pays. Et même sur ce point-là, eh bien, c'est compliqué. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve ça inacceptable de dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Il y en a bien évidemment, et je suis d'accord qu'il y en a, mais ces gens-là, il faut qu'ils viennent. Madame, je crois dans la rue, je suis d'accord avec vous. Si vous me laissez juste une seconde pour répondre. La semaine dernière, une personne qui voulait une pièce, eh bien, je lui ai donné ma carte et je lui ai dit, viens me voir, je t'embauche. Mais j'attends encore. Je suis d'accord avec vous. Donc, à un moment, laissez il y a répondre. deux poids, deux mesures. Il faut que les gens qui veulent travailler viennent travailler. Je suis d'accord avec vous, madame. Dans votre entreprise, vous créez de l'emploi et le problème, à l'évidence, que vous rencontrez, c'est un problème de formation et de qualification pour trouver des gens qui sont disponibles pour le faire. J'ai l'impression, d'après ce que vous me dites. Donc, c'est un problème de... Venez, j'aimerais bien qu'on discute réellement. C'est-à-dire, il y a plein de chômeurs qui n'ont pas besoin de qualification pour venir travailler chez vous et personne ne veut le faire. Dans la situation économique dans laquelle on est. C'est ça qui se passe, réellement. Aujourd'hui, moi, demain... Aujourd'hui, les gens sont paresseux, ils viennent pas travailler chez vous, c'est ça? Moi, oui. Oui, ok, d'accord, très bien. Bah donc, alors, si c'est ça que vous dites, c'est un peu si les gens sont paresseux, si c'est ça que vous dites à des gens qui sont dans des situations de détresse, au chômage, au RSA, dans des situations impossibles pour vivre, et vous dites que les gens sont paresseux et ne veulent pas travailler dans votre entreprise, c'est réellement ça que vous dites? C'est de la diffamation. C'est une honte. Non, mais c'est honteux. C'est honteux ce que vous faites. Je ne vous permets pas de dire que les gens sont paresseux. Anne, vous avez dit à l'instant, enfin, Antoine vous a demandé, vous dites que les gens sont trop paresseux pour venir travailler, et vous avez dit oui. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a choqué. Alors peut-être que votre langue... je n'ai pas dit ça. Clairement, je ne l'ai pas dit. C'est ça que vous avez dit. C'est pour ça que je vous dis que c'est honteux. Voilà, donc en fait, c'est pas ce que vous vouliez dire. Autant pour moi, si ma langue a fourché, loin de moi, les gens ne sont pas paresseux. Merci beaucoup, Anne. Pardon, on ne va pas vous mettre d'accord et je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé à l'émission. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux en n'oubliant pas de mettre aussi des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser, à savoir si c'était dans le vrai ou pas. Et puis, si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Prochain rendez-vous du coup pour moi demain matin sur LCI à 11h.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!